Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers collègues, vous allez me permettre de faire un raccourci dans la formule de politesse, les formules ayant été utilisées précédemment. Bonjour à toutes et à tous, en vos grades et rangs respectifs, comme le veut l'usage. Je suis ravi d'être ici en Nouvelle-Calédonie et d'avoir été convié à participer à cette manifestation, à ce très beau colloque, à l'initiative du laboratoire, du Large et de l'IFJD. Je suis très sensible à l'invitation qui m'a été faite. Il se trouve que, effectivement, on collabore, on travaille souvent ensemble avec l'Institut francophone pour la justice et la démocratie sur ces questions de justice transitionnelle. Et je travaille par ailleurs sur ces questions de justice transitionnelle depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années pour l'Organisation internationale de la francophonie en tant qu'expert sur ces questions-là. Et j'ai été ravi d'entendre les mots de la vice-présidente tout à l'heure, puisqu'elle citait en réalité l'un des documents que l'on a rédigé au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. C'était la 2e édition du guide sur les processus de transition, justice, vérité et réconciliation. C'est un travail qui est un travail extrêmement important, qui a permis de recenser les expériences de justice transitionnelle dans les espaces francophones, en essayant de dégager des caractéristiques, en essayant d'identifier, si vous voulez, des éléments de contexte, et puis en essayant de tirer aussi un certain nombre d'enseignements. Vous trouverez ces versions des documents, il y en a eu deux, hein, une en 2014 qu'on avait rédigée à ce moment-là, 2013, et puis la dernière il y a 2 ans à peu près. Vous les trouverez en ligne, et ce sont des éléments qui, je pense, au regard de l'intitulé de la conférence qui m'a été demandée sur définition, modèle, exemple, sont des documents qui peuvent vraiment être très utiles pour contribuer au débat ici sur le territoire sur l'opportunité, les modalités, les enjeux d'un processus de justice transitionnelle. Parce que je suis assez convaincu que, et Nadège l'a évoqué à l'instant, on n'apportera pas de solution ici, et je ne crois pas que ce soit à l'université d'apporter des solutions. En revanche, je pense que c'est à l'université de fournir une forme de boîte à outils, si vous voulez, de donner des éléments de contexte, de donner des instruments de compréhension sur le concept, de façon à ce qu'ensuite les acteurs ici sur le territoire puissent s'en saisir, puissent se les approprier, puissent les contextualiser en réalité, en raison de la trajectoire historique, en raison des événements politiques et en raison de la culture du territoire. Donc, c'est dans ce contexte-là que je voudrais essayer de vous présenter dans un temps un peu succinct, la demi-heure si j'ai bien compris, et donc vous pardonnerez de survoler les concepts, mais je voudrais essayer de vous présenter quelques concepts au cœur de la notion même de justice transitionnelle dont Madame la vice-présidente s'est saisie tout à l'heure en faisant référence finalement indirectement un peu aux ambiguïtés ou à la définition de cette justice transitionnelle. Bon, le constat qu'on peut faire, il est en réalité assez partagé à travers le monde, c'est que de nombreux pays connaissent des essoufflements, de nombreux pays connaissent des ruptures de la démocratie, des dérives de la démocratie, des reflux démocratiques, qui se traduisent par des ruptures constitutionnelles, qui se traduisent par des guerres civiles, qui se traduisent par des violences politiques, et on pourrait ici dresser toute une série de typologies, avec un point commun toutefois, c'est une violation des droits de l'homme. Dans tous ces contextes de crise, dans tous ces contextes de conflit, on constate une violation des droits de l'homme. Ces périodes de crise, en réalité, elles engendrent une déstabilisation du politique, elles engendrent un éclatement du tissu social et elles engendrent une fracture du vouloir vivre ensemble. De sorte qu'elles laissent un espace vacant, me semble-t-il, pour instituer un certain nombre de dispositifs, un certain nombre de mécanismes qui sont des mécanismes d'accompagnement de la crise, qui sont des mécanismes d'orientation vers la sortie de crise. Et c'est dans cet espace vacant que précisément vont venir se loger les dispositifs de justice transitionnelle. Ces dispositifs, alors qu'en francophonie on va qualifier de processus de transition, justice, vérité et réconciliation, que dans d'autres enceintes on va qualifier de justice transitionnelle, j'allais dire finalement peu importe comment on les appelle, ces dispositifs ils ont un point commun, c'est celui de réinstaurer une paix durable, une paix sociale et de favoriser le retour d'une gouvernance apaisée. Pour ce faire, eh bien, il faut établir les faits, il faut établir les vérités et il faut reconstruire le dialogue national.
Je voudrais donc ici examiner avec vous, finalement, les principales caractéristiques de ces dispositifs de justice constitutionnelle. Je le ferai en 3 temps, et Nadège l'a rappelé il y a quelques instants. Ces 3 temps, ils vont faire écho au discours du chef de l'État, et effectivement, le décalage de la manifestation, de ce point de vue-là, était dans une parfaite temporalité, puisque le discours du président Macron, le 26 juillet 2023, faisait, Nadège, tu l'as rappelé, référence au chemin du pardon et au chemin de l'ambition commune et de l'avenir. Et je reprends les termes du chef de l'État. Je cite: « Chemin que nous devons parcourir ensemble, faire ensemble. Ce n'est pas un chemin de repentance, c'est un chemin de fraternité, de vérité et de courage. » Alors, il ne m'appartient pas de commenter ici le propos du chef de l'État, mais je voudrais juste relever 2 points qui sont des points d'accroche formidables pour la discussion que l'on va avoir sur la justice transitionnelle. Emmanuel Macron a fait référence au chemin de fraternité, au chemin de vérité et au chemin de courage, avec cette idée de parcours qui renvoie à une dynamique, et précisément, processus de justice transitionnelle sont des processus dynamiques. Et dans ce cadre, je voudrais évoquer avec vous d'abord, finalement, les principes fondamentaux de la justice transitionnelle, peut-être pour caler les éléments du débat. Je vais vraiment simplifier, mais on pourra en discuter ensuite dans les échanges ou aux pauses. Pour évoquer ensuite avec vous les typologies des situations qui amènent à la justice transitionnelle, et puis enfin évoquer quelques enseignements des processus de justice transitionnelle. Et je me fonderai aussi sur, comme je vous le disais, alors, non seulement mon expérience de recherche depuis une vingtaine d'années sur ces questions, mais mes expériences de terrain, notamment avec l'Organisation internationale de la francophonie, sur ces questions-là aussi, ce qui permet toujours, vous savez, de relativiser les propos théoriques quand il s'agit de les confronter à la mise en œuvre pratique. Et vous allez vite vous apercevoir que dans la justice transitionnelle, il y a un maître mot, c'est le réalisme, le pragmatisme et la flexibilité. Alors, les principes fondamentaux de la justice transitionnelle, peut-être d'abord, ça consiste à poser une définition. Alors, je dis une définition, mais il y en aurait finalement de très nombreuses. D'abord parce que, Madame la vice-présidente l'a rappelé, la justice transitionnelle a cette particularité d'être transdisciplinaire, interdisciplinaire, je ne sais pas comment il faut dire, à la frontière des disciplines. Elle intéresse les historiens, elle intéresse les sociologues, elle intéresse les anthropologues, elle intéresse les juristes. Et chez les juristes, elle va intéresser les privatistes, dans les transactions, les négociations, les constitutionnalistes, le constitutionnaliste que je suis, dans l'articulation de ces mécanismes à la Constitution, et bien évidemment les internationalistes, parce que on a un certain nombre de grands textes internationaux qui posent les bases de la justice transitionnelle. Alors avoir l'ambition de poser une définition, c'est quelque peu présomptueux, parce qu'en réalité, il y aurait, je crois, des définitions de la justice transitionnelle. Mais je vais vous proposer de revenir à la définition qui est celle du secrétariat général des Nations Unies. Définition qu'on peut largement discuter, mais qui a au moins le mérite d'exister et d'avoir été posée, et qui est la suivante. La justice transitionnelle englobe l'éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d'établir les responsabilités, en vue de rendre la justice et en vue de permettre la réconciliation. Donc l'éventail des divers processus mis en place par une société, je redis, pour faire face aux exactions massives commises dans le passé, et ce pour établir les responsabilités, rendre la justice et permettre la réconciliation. Responsabilité, justice, réconciliation, exaction, voilà des points cardinaux en fait qui peuvent être autant de balises juridiques, sociales, sociologiques pour définir un processus de justice transitionnelle. Alors reste que quand on a posé cette définition, on n'a en réalité pas du tout levé les ambiguïtés du concept. Et je voudrais juste poser ici des questions sans forcément y apporter des réponses, mais on aura l'occasion d'en discuter. Je crois qu'en fait, le concept de justice transitionnelle, s'il est si difficile à saisir, c'est parce qu'il est ambigu intrinsèquement. Et d'abord parce qu'il vient d'une traduction d'un concept anglais, vous savez, c'est le concept de transitional justice, qui est le concept qui est monté en puissance dans les années 80-90 dans le champ des Nations Unies, pour aussi légitimer, appuyer les actions de maintien de la paix, les actions de peace building, les actions de peacekeeping en réalité.
Moi, la question vraiment que je me pose, et pour travailler sur cette question dans le contexte des pays francophones, c'est celui de la transposabilité. Est-ce que transitional justice est vraiment le terme qui convient dans nos espaces de tradition francophone? Je ne suis pas tout à fait sûr. Et quand on a travaillé avec l'OIF sur le concept, on a plutôt parlé de processus de transition, justice, vérité et réconciliation. C'est pas très joli, mais ça a au moins le mérite de poser là aussi un certain nombre de principes. Si vous allez du côté du ministère des Affaires étrangères suisse, vous allez voir qu'ils vont utiliser un autre concept. Le ministère des Affaires européennes et étrangères françaises utilise lui aussi un autre concept. Enfin bref, le concept en lui-même est ambigu. Et s'il est ambigu, c'est parce qu'il renvoie à l'idée de transition. Alors la transition, qu'est-ce que c'est? La transition, est-ce que le transitionnel, c'est le transitoire? Est-ce que la justice transitionnelle a pour conséquence de fournir un droit transitoire, c'est-à-dire temporaire? Est-ce que le transitionnel, dans le cadre de ces dispositifs-là, a aussi une vocation un peu à durer? Parce que on s'aperçoit que les processus de sortie de crise, ils peuvent prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Est-ce qu'on est toujours dans du transitionnel? Est-ce qu'on est toujours dans du transitoire? Enfin, vous voyez, il y a aussi la question du point de départ et du point d'arrivée de la transition qui est posée. Première ambiguïté. Deuxième ambiguïté, peut-être même la première des ambiguïtés, le concept de justice. Est-ce que la justice transitionnelle, c'est une justice au sens institutionnel du terme? Est-ce que c'est une justice au sens procédural du terme? Ou est-ce que c'est un ensemble de dispositifs qui vont participer de la réalisation de l'idée de justice sociale, de justice lato sensu? On a pu parler en doctrine du phénomène de justice. Est-ce que c'est cette idée-là, la justice transitionnelle? Est-ce que la justice transitionnelle, c'est la lutte contre l'impunité? Est-ce que ça se réduit à la lutte contre l'impunité? Ou à l'inverse, est-ce que ça englobe la lutte contre l'impunité? Est-ce que la justice transitionnelle, c'est une justice transitoire? Est-ce que c'est une justice en période de transition? Est-ce que c'est une justice, j'y reviendrai, au-delà des transitions? Voilà autant d'interrogations qui ne clarifient pas le concept, mais qui montrent qu'effectivement, il y a ici une ambiguïté fondamentale dans le concept, telle enseigne que, comme je vous le disais tout à l'heure, la Suisse va par exemple parler du traitement du passé. L'idée de justice transitionnelle en Suisse, c'est le traitement du passé. Donc, la focale, en fait, c'est la focale qui permet de se projeter vers l'avenir en traitant le passé et en essayant de comprendre les événements du passé. Ce que je constate en réalité, c'est que la justice transitionnelle, pour moi, et je vous l'expliquerai, on aura l'occasion d'en reparler, c'est une justice en réalité qui est une justice transactionnelle. Justice transitionnelle, justice transactionnelle. Si on considère que la justice transitionnelle est une justice qui ne peut pas transiger, dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qui ne peut pas aller sur le terrain de la négociation, de la transaction, de la discussion, alors on n'est plus dans un schéma de justice transitionnelle et on revient sur un schéma classique de justice institutionnelle. Mais vous comprenez dès lors que dans la justice transitionnelle, on intègre la dimension restaurative, la dimension réhabilitatrice, la dimension réintégrative, et ça c'est un point extrêmement fort du concept. Ce qui, je vais vite, pardonnez-moi, mais ce qui, dans cette première partie, m'amène à évoquer évidemment les principes directeurs de la justice transitionnelle. Parce que pour qu'on ait un vocabulaire commun, encore faut-il qu'on parle le même langage et qu'on identifie les mêmes choses. Les principes directeurs, ils sont assez stabilisés, ils sont assez identifiés, je dois dire, dans le champ de la justice transitionnelle. En réalité, toutes les expériences de justice transitionnelle, elles s'appuient, alors à des degrés divers, sur 4 principes qui sont ceux que l'on appelle les piliers de la justice transitionnelle, mis en œuvre et mis en évidence par Louis Joinet. Il faut rendre un grand hommage à Louis Joinet, sans qui, je crois, toute la problématique aujourd'hui que l'on connaît, justice transitionnelle, n'existerait pas. Louis Joinet, dans son rapport sur la lutte contre l'impunité, qui avait été présenté à la Commission des droits de l'homme du Conseil des droits de l'homme, Nations Unies, en 1997, avait mis en avant, si vous voulez, les standards de la justice transitionnelle. Louis Joinet, il a eu de nombreuses casquettes, vous savez, il a été magistrat, mais pas que, et cette expérience de magistrat de terrain lui a permis de systématiser ces 4 grands principes qui sont aujourd'hui des 4 grands piliers.
Le publiciste que je suis dirait finalement, en étant optimiste, 4 grands droits publics subjectifs opposables, théoriquement opposables à l'État. Je dis théoriquement parce qu'on verra qu'il y a un certain nombre de limites. Quels sont ces 4 grands piliers de la justice transitionnelle ? D'abord, et je vais les qualifier sous forme de droits. On est entre juristes notamment. Il y a le droit à la justice. La justice transitionnelle, c'est le droit à la justice, c'est-à-dire le choix, très schématiquement, de choisir la juridiction compétente. La juridiction compétente pour traiter de la violation des droits de l'homme. Et cette juridiction compétente, elle est très diverse. Il peut s'agir d'une juridiction pénale internationale permanente, la Cour pénale internationale, et on intègre à ce moment-là la lutte contre l'impunité dans le schéma de processus de justice transitionnelle. Il peut s'agir d'une juridiction pénale ad hoc, tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, tribunal pénal pour le Rwanda, le tribunal spécial du Liban, le tribunal pour le Cambodge, les chambres extraordinaires. Enfin, je pourrais multiplier les exemples. On a l'exemple de la Centrafrique avec la Cour pénale spéciale. Mais quand l'appareil judiciaire est encore en état de fonctionner, ce qui n'est pas toujours le cas dans les expériences de justice transitionnelle, le droit à la justice, c'est aussi le droit de saisir la justice de son État, le droit de saisir le parquet, le droit de saisir, quand il existe, bien entendu, mais le droit de faire déclencher les poursuites par la juridiction judiciaire nationale. Mais c'est aussi le droit de s'adresser à la justice coutumière. Et c'est un droit fondamental. Et moi, je suis convaincu qu'un processus de justice transitionnelle ne peut fonctionner que sur la base d'une logique de proximité, que sur la base d'une logique de subsidiarité. Et de ce point de vue-là, les institutions coutumières, la justice coutumière, sont profondément partie prenante des processus de réhabilitation et des processus de droit à la justice. Je pourrais vous citer nombre d'exemples dans lesquels les justices coutumières ont eu un rôle tout à fait déterminant dans la mise en œuvre des dispositifs de justice transitionnelle. Je vous ai cité 3 niveaux de saisine de la justice, avec cette particularité que l'un n'implique pas ou n'exclut pas l'autre, c'est-à-dire il peut y avoir une articulation dans la mobilisation des institutions judiciaires compétentes. Le droit à la justice implique un deuxième droit, qui est le droit à la vérité. Alors le droit à la vérité, et ça renvoie ici aussi au discours du chef de l'État, c'est un droit qui généralement est le droit qui est le plus identifié dans les processus de justice transitionnelle, parce que ce droit à la vérité, il se réduit souvent à l'existence de comités, de commissions vérité, vérité et réconciliation, ou institutions équivalentes. Ce sont des institutions, vous le savez, on aura l'occasion d'en parler, qui n'engagent pas de poursuite à l'issue des informations obtenues, mais qui ont pour mission de recueillir des informations par le biais des témoignages, par le biais des aveux, de façon à éclairer les situations, de façon à documenter les situations, de façon à mettre en lumière le passé oppresseur pour éviter le renouvellement des dites violations. Ça ne veut pas dire que les commissions vérité n'ont pas le droit de saisir la justice. Et ça, c'est intéressant parce que, par exemple, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a développé une jurisprudence extrêmement nourrie. Vous savez pourquoi, parce que le continent latino-américain a été un des premiers continents à voir émerger ces commissions vérité au tournant des années 80. Et donc la Cour interaméricaine de San José a eu à examiner la conventionnalité des dispositifs de justice transitionnelle. Et il y a des travaux à mener absolument remarquables et passionnants sur la manière dont la Cour interaméricaine conçoit le droit à la vérité, conçoit le droit à la justice. Et un des grands apports de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, c'est de bien préciser qu'en justice transitionnelle, le droit à la justice n'est pas exclusif du droit à la vérité, bien au contraire, que le droit à la vérité implique de saisir la justice et que le droit à la justice suppose d'établir les vérités. Donc il y a tout un mécanisme d'articulation, si vous voulez, entre justice et vérité, parfaitement documenté par la Cour interaméricaine. Il y a des travaux qui ont été menés, mais que moi je trouve encore assez rares, et là il y a des... Alors, avis aux amateurs, des très belles thèses, à mon avis, à mettre en place sur ces questions-là, parce qu'elles ne sont pas suffisamment connues et elles sont fondatrices des dispositifs de justice transitionnelle. Donc l'idée, c'est que les commissions vérité, elles ne sont pas destinées à agir comme des substituts aux tribunaux, pas du tout. Elles sont destinées à venir documenter, éclairer des faits et avoir une vérité qui est peut-être une forme de vérité historique, qui sera certainement différente de la vérité judiciaire.
Et c'est là où on va rentrer dans des conflictualités qu'il va essayer de falloir articuler. Parce que ces commissions vérité, elles vont établir des responsabilités individuelles, des responsabilités collectives, qui ne seront pas forcément les mêmes qui seront documentées par la justice. Au final, ce qui est très intéressant dans ces commissions vérité, c'est qu'elles établissent des rapports. Les rapports, ce sont des mines d'informations. La crédibilité, j'y reviendrai en conclusion, du travail d'une commission vérité, c'est aussi de pouvoir établir ces rapports, de diffuser ces rapports, et que ces rapports soient appropriés, parce que ces rapports, ils vont ensuite fournir un certain nombre de recommandations pour pouvoir avancer sur la voie de la réconciliation, sur la voie du dialogue national, sur la voie des réparations et sur la voie des garanties de non-répétition. Et en disant cela, j'ai abordé les deux autres piliers de la justice transitionnelle. Le droit à la réparation, troisième pilier, fondamental. Ce n'est pas la réparation au sens civil du terme, au sens civiliste du terme, ou plus exactement, ça n'est pas que la réparation au sens civiliste du terme. La particularité en justice transitionnelle, c'est que la réparation, elle est multiforme. Parce qu'on est dans une logique de réhabilitation. On est dans une logique de restauration. Restauration de l'intégrité des victimes, restauration du passé des victimes, restauration de l'histoire commune et de l'histoire partagée. Autrement dit, bien sûr, il va y avoir une réparation financière, mais pas que. Il va y avoir des réparations en termes de restitution des biens, des terres notamment, pour avoir travaillé sur le processus de justice transitionnelle en Colombie, pour avoir travaillé sur les processus en Afrique subsaharienne. Première revendication, c'est la réappropriation patrimoniale, c'est la réappropriation des terres, c'est la réappropriation des espaces dans les revendications coutumières fondamentales et qui sont les premières des revendications qui émergent en justice transitionnelle. Et réattribuer des terres revendiquées et des espaces revendiqués, c'est déjà la première des formes de réparation. Et puis il y a les réhabilitations mémorielles, qui sont aussi fondamentales. Les réhabilitations mémorielles, alors c'est quoi? Mais c'est je partage le commentaire de Madame la vice-présidente, le choix que vous avez fait de l'affiche, il rentre parfaitement dans la logique mémorielle, c'est-à-dire ériger des monuments, ériger des statues en étant capable d'expliquer le symbole qu'il y a derrière, construire des musées, prévoir dans les manuels d'histoire des pages dédiées à certaines histoires partagées et à nos histoires communes. Tout ça, c'est la réparation. C'est la réparation multiforme, c'est un droit à la réparation. Bien sûr, ça n'occulte pas le droit à obtenir réparation devant les tribunaux, mais encore une fois, il ne faudrait pas que le droit à obtenir réparation devant les tribunaux soit exclusif de tout le reste, de cette réparation holistique, si je puis dire, qui est à ce point fondamental et qui est à ce point légitime dans le processus de justice transitionnelle. Et tout ça va de pair avec le quatrième principe qui est le droit à la réforme, les garanties de non-répétition. C'est un principe finaliste finalement. L'idée c'est de dire que plus jamais ça. Je reprends les revendications du Ncamas qu'on a pu connaître en Argentine. Plus jamais ça, plus jamais ces violations des droits de l'homme. Et donc pour éviter les répétitions, il faut prévoir des garanties. Alors ce sont des garanties institutionnelles, des réformes des institutions. Ce sont des garanties sociales, des garanties sociétales. C'est la réforme des systèmes de sécurité qu'on appelle en justice transitionnelle la RSS, parce qu'on se rend compte que dans un certain nombre d'expériences oppressives, ce sont les systèmes de sécurité, armée, police, parfois, qui ont pu commettre un certain nombre de violations. Donc pour éviter les réitérations, il faut réformer les systèmes de sécurité. C'est la réforme des systèmes judiciaires. C'est aussi, je fais par exemple ici référence au cas colombien, les processus de désarmement, démobilisation, réintégration, qu'on appelle en justice transitionnelle les DDR, désarmement, démobilisation, réintégration. Il faut désarmer les acteurs armés du conflit, mais ça ne suffit pas. Il faut les réintégrer dans la vie sociale et dans la société. Et le défi, il est là. Comment admettre que celui qui a oppressé intègre, par exemple, le fonctionnement des institutions? Comment admettre que celui qui a oppressé voit une peine négociée, voit une peine diminuée? Est-ce que le pardon, est-ce que la réconciliation passe par cela? C'est l'enjeu des processus de DDR.
voyez, 4 piliers qui sont absolument fondateurs, que l'on va retrouver dans toutes les expériences de justice transitionnelle, à des niveaux plus ou moins importants. Et ces 4 piliers, ils viennent structurer, et c'est le deuxième temps de la réflexion, mais je vais aller vite pour vraiment ne pas obérer le temps qui arrive, mais deuxième temps de la réflexion, un mot sur les typologies de justice, de situation de justice transitionnelle. Un mot sur les typologies. Alors, j'irai assez vite en disant qu'il y a une diversité de situations à travers le monde et que cette diversité de situations, elle implique surtout une absence de généralisation possible. Le message que je voudrais faire passer, c'est que, nonobstant le fait qu'on a toujours en tête quelques modèles d'expérience réussis, et encore, ça dépend à l'aune de quels critères on les évalue, les expériences ne sont évidemment pas transposables. Et je crois qu'il faut vraiment se garder de toute forme de transposabilité. C'était aussi un peu l'enjeu de ce que j'avais pu écrire dans le guide de la francophonie sur la justice transitionnelle. L'intérêt de connaître les expériences, c'est précisément, comme on le disait, d'avoir une boîte à outils, de connaître ce qui fonctionne, de voir quelles sont les limites, mais surtout d'être capable ensuite de les adapter au contexte qui nous concerne. Et pour moi, il y a 3 maîtres mots dans les typologies des situations de justice transitionnelle, c'est flexibilité, adaptabilité et inclusivité. Flexibilité des mécanismes, adaptabilité, c'est-à-dire contextualisation, et inclusivité. Pour faire simple, un processus de justice transitionnelle qui n'inclut pas toutes les parties n'a même pas lieu d'exister, parce que ce n'est pas le chemin du pardon, ce n'est pas le chemin de la réconciliation. Si on ne peut pas se parler et qu'on ne peut pas dialoguer, alors on ne peut pas essayer de construire un avenir partagé, en réalité. Du coup, voilà le point commun à tous ces processus de justice transitionnelle. Et du coup, ces processus de justice transitionnelle, il me semble se déployer dans 2 grandes situations privilégiées. La première catégorie renvoyant à 2 branches spécifiques. Partout dans les espaces francophones et au-delà des espaces francophones, le constat, c'est que la justice transitionnelle va se déployer principalement dans des périodes de crise ou de sortie de crise que l'on va pouvoir qualifier des périodes de conflit ou de post-conflit, en réalité. Première grande hypothèse. Et deuxième grande hypothèse, les périodes mémorielles. Et puis je nuancerai un tout petit peu. Pour faire très vite, les processus de crise ou de sortie de crise, les processus de conflit ou de post-conflit. Pendant la crise, on peut mobiliser des processus de justice transitionnelle. La mobilisation des processus de justice transitionnelle pendant la crise est là pour faire retomber l'intensité du conflit. En tous les cas, pour tenter de participer à faire retomber l'intensité de la crise. On est dans une intervention d'urgence. On n'est pas encore dans l'optique de la réconciliation, on est en pleine crise. Mais l'idée, c'est de tenter de désamorcer un peu la crise. On a un certain nombre de processus qui se sont déployés dans ce contexte. En Côte d'Ivoire, en 2011, au moment des violences électorales, vous savez, Gbagbo Ouattara, en République démocratique du Congo, au Rwanda en 1994, au Togo, au moment des violences politiques, au Cambodge avec la création des chambres spécialisées, ou encore en Haïti entre 91 et 94 quand il a fallu créer une commission vérité pour faire essayer dans l'urgence de retomber l'intensité du conflit. Mais on a aussi le post-conflit. Tout ça, c'est la première catégorie, pendant la crise ou après la crise, pendant le conflit ou en sortie de conflit. En post-conflit, c'est-à-dire quand la situation est déjà un peu moins crispée, ces instruments de justice transitionnelle, ils deviennent déjà des instruments de dialogue national. On va amorcer un dialogue national, on va amorcer un début de réconciliation pour tenter de construire les bases du nouvel État. Je prendrai l'exemple du Liban avec le tribunal spécial des Nations Unies. Je prendrai Madagascar avec le Conseil de réconciliation malgache. Et je faisais référence tout à l'heure aux institutions coutumières. Je citerai ici volontiers le Burkina Faso avec la création du Conseil des sages. Première situation privilégiée, le conflit ou le post-conflit. Deuxième situation, plus marginale, les situations de mémoire, l'hypothèse mémorielle, où là, on a déjà la justice transitionnelle au-delà des transitions. Et vous voyez qu'on revient ici sur l'ambiguïté. C'est-à-dire que le succès de ces outils de justice transitionnelle fait qu'ils vont être déployés
en dehors des transitions désormais, au-delà des transitions, voire même sans transition. Un collègue colombien, Rodrigo Primni, avait qualifié le processus colombien de justice transitionnelle sans transition. Et ça montre quoi? Ça montre que ces outils qui étaient fondamentalement des outils, je disais, de droit de la reconstruction des États, de peace building ou de peacekeeping, sont aujourd'hui des outils qui sortent de cette période de post-conflit ou de crise pour finalement devenir des outils d'ingénierie constitutionnelle de la reconstruction des États au sens large. En dehors des transitions, au-delà des transitions, sans transition. Faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? Je ne sais pas. C'est le succès du concept, mais attention au succès, parce que parfois, il permet de toucher aussi les limites du concept. Et là, dans les processus mémoriels, c'est typiquement le cas. On a au moins 2-3 exemples de justice transitionnelle dans des processus mémoriels. Alors, il s'agit de commissions vérité et réconciliation, plutôt, qui, ici, ne vont pas intervenir à chaud, mais après un certain temps propice à l'apaisement, après une distance optimale par rapport aux événements commis, qui vont permettre de ne pas oublier, de ne pas aller vers l'amnésie, et qui vont permettre de documenter des faits avec une distance suffisante pour éviter les crispations politiques, institutionnelles, sociales, et qui vont donner au travail d'investigation toute sa légitimité pour éclairer un pan de l'histoire. Je voudrais ici citer l'expérience roumaine en 2003 avec la commission d'enquête sur l'extermination des Juifs de l'Holocauste. On est en 2003. Vous voyez la temporalité. Je voudrais citer l'expérience du Canada depuis 2008 avec la commission Vérité et Réconciliation chargée d'établir les faits sur les pensionnats indiens. C'est une commission qui est là pour établir un certain nombre de vérités sur des violences commises à l'endroit des populations autochtones au Canada, qui continue son travail. Et puis, plus récemment, et concernant la France, je mettrai dans cette logique mémorielle la commission indépendante sur les abus sexuels de l'Église, la CIAS, vous savez, présidée par le président Jean-Marc Sauvé, qui a été installée en 2019, qui a travaillé pendant 2 ans et demi, et qui aujourd'hui se décline en sous-commission sur les réparations notamment, etc. Donc il y a un processus de suivi. Donc voilà, vous voyez les différentes hypothèses dans lesquelles sont mobilisées la justice transitionnelle. Ces hypothèses, elles permettent de mobiliser, en réalité, je conclus la deuxième partie par là, et la troisième sera très rapide, rassurez-vous, elles permettent de mobiliser une vraie diversité d'institutions. Et c'est en ça que je voudrais vous l'indiquer, parce que la justice transitionnelle ne se réduit pas aux commissions Vérité et Réconciliation. C'est vrai que c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Alors, si on est sur l'espace francophone, on voit que la plupart des pays de l'espace francophone ont mobilisé des commissions Vérité et Réconciliation. Alors sur le modèle de la commission sud-africaine, sur le modèle de la commission sierra-léonaise par exemple, mais il y en a eu bien d'autres. Mais au-delà des commissions vérité, les institutions de la justice transitionnelle, je le disais, ce sont les institutions coutumières aussi qui participent de la justice transitionnelle. La justice coutumière et toute forme d'assemblée coutumière participent à la justice transitionnelle. Ce sont les juridictions, je l'ai déjà dit, les juridictions internationales, permanentes, ad hoc, les juridictions nationales, effectivement. Et c'est aussi les commissions d'enquête. Vous savez, les commissions d'enquête, les commissions d'établissement des faits qui peuvent être décidées nationalement, mais qui peuvent être aussi sous mandat international. Et on en a un certain nombre qui participent aussi de ces processus de justice transitionnelle. Du coup, vous voyez, la force de la justice transitionnelle, c'est précisément d'articuler tous ces dispositifs judiciaires, parajudiciaires, extrajudiciaires, infrajudiciaires. On tourne autour de l'idée de justice en la déclinant dans toutes ces sphères, et c'est ce qui fait, me semble-t-il, la richesse du dispositif. Et de cette richesse des dispositifs, je voudrais évoquer dans un dernier point, et c'est la conclusion finalement, le troisième temps, quelques points de vigilance et quelques enseignements. D'abord, la nécessité, premier point de vigilance pour vous tous qui participez à la réflexion sur ces processus, la nécessité d'articuler les mécanismes, de ne pas se focaliser sur un dispositif de justice transitionnelle, mais de jouer la carte de la complémentarité, la carte de l'articulation, la carte de la subsidiarité. On a des exemples à travers le monde d'articulation de commissions vérité avec la justice, à Madagascar par exemple.
Au Tchad, dans l'affaire Hissène Habré, alors là, articulation avec la justice nationale, la justice internationale. Au Rwanda, commission vérité et justice internationale. Au Burundi, commission vérité et justice nationale et internationale. Donc, premier enjeu, la complémentarité et la subsidiarité. Deuxième enjeu, la question du mandat. Dès lors qu'un comité vérité et réconciliation ou dès lors qu'une commission vérité et réconciliation sont mises en œuvre, il faut s'interroger sur le mandat. Quelle est la durée du mandat ? La durée du mandat, elle ne se décrète pas comme ça ad hoc. Elle doit être impérativement corrélée à la nature de la composition de la commission et elle doit être corrélée évidemment à l'ampleur des événements à investiguer. On ne va pas investiguer 30 ans d'histoire en 2 ans, si vous voulez. Donc il y a un principe de réalité, un principe de pragmatisme qui conduit à s'interroger sur effectivement le principe du ratione temporis, du ratione materie, durée en fonction du contenu du mandat. Et ça, c'est une vraie réflexion fondamentale qui doit intervenir en amont dès lors que sont mises en place des commissions vérité et réconciliation. Sachant que les mandats peuvent être prorogés par l'autorité politique, évidemment, quand le mandat n'est pas suffisant pour avoir tous les aveux ou pour permettre de faire la lumière, eh bien, l'autorité politique peut aussi décider la prorogation du mandat. On l'a vu au Togo, on l'a vu au Rwanda. C'est quelque chose d'extrêmement classique. Et puis, le troisième point de vigilance, et en guise de conclusion, c'est un principe de sincérité. Je crois qu'il ne peut pas, et j'aurais certainement dû commencer par là en réalité, il ne peut pas y avoir de mise en œuvre d'un processus de justice transitionnelle s'il n'y a pas de sincérité. Alors on peut boucler avec le président, le discours du président et les propos qui ont été dits là. Parce que la sincérité, elle repose sur un paradoxe. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que la demande de justice transitionnelle, elle est portée par les États. Ce sont eux-mêmes les États qui, dans certaines périodes historiques, ont déclenché les événements oppresseurs. Donc il y a presque, vous voyez, une schizophrénie de l'État à demander la justice transitionnelle tout en étant finalement, à un moment donné dans l'histoire, un terme plus ou moins éloigné, l'institution qui a été celle qui a commis les exactions. Donc vous comprenez le sens de la sincérité. Si le discours sur la justice transitionnelle n'est pas un discours sincère, ça ne sert à rien de mettre en place des dispositifs de justice transitionnelle. La sincérité, elle s'apprécie au moment du déclenchement du processus, elle s'évalue à l'aune du degré de politisation du mécanisme. Alors on pourrait en discuter très longtemps parce qu'un processus de justice transitionnelle est toujours politisé, évidemment, toujours politique au sens noble du terme, j'allais dire. Et il faut quand même réfléchir aux garde-fous politiques à cette mise en œuvre du dispositif, on pourra en discuter. Et puis la sincérité, elle s'apprécie aussi au stade de la conclusion. Si par exemple les commissions vérité et réconciliation qui rendent un rapport et des recommandations ne voient pas leur rapport traduit dans des langues qui sont les langues communautaires, dans des langues qui peuvent être des langues autochtones, de façon à permettre l'appropriation, on peut s'interroger sur la nécessité. Allez voir le rapport rendu par la commission vérité en Afrique du Sud, il a été traduit dans toutes les langues. Au Rwanda, la même chose. Ce qui a permis une vraie appropriation sur le terrain, j'allais dire au contact des populations. Et du coup, cette sincérité, elle s'apprécie aussi par la volonté politique qui va être de celle d'assurer le suivi des recommandations des commissions vérité et réconciliation. S'il n'y a pas une instance de suivi au-delà du processus de justice transitionnelle pour vérifier que les recommandations sont mises en œuvre, on peut là encore, à la fin du mandat, s'interroger sur cette idée de sincérité. Vous voyez, la sincérité, ça n'a rien de juridique, ça n'a rien de politique. C'est quelque chose qui renvoie à l'éthique, aux convictions personnelles, à l'intime conviction, diraient les pénalistes, et à la volonté des groupes participant au processus de justice transitionnelle de se donner la main et de travailler ensemble pour que, et je reprends ici le propos de Desmond Tutu qui avait présidé la commission vérité d'Afrique du Sud, pour que l'avenir se construise avec le pardon. Merci pour votre attention et on aura l'occasion, j'imagine, de discuter de tout cela.